Pourquoi s'occuper du développement durable? Nous évoluons dans un monde où l'urbanité est en profonde mutation. On n'a jamais autant construit dans notre histoire. La population des villes va doubler dans les 30 prochaines années. Nous sommes face à des véritables défis environnementaux. L'enjeu est de garantir l'accès au logement à tous, tout en réduisant les émissions de CO2 et en privilégiant le confort d'usage vis-à-vis des éléments naturels, ensoleillement, vent. Je suis Nawar Zrek, responsable de la cellule BIM chez Greatech et je suis votre hôte pour ce voyage. Notre mission chez Greatech est de catalyser ces évolutions. Accompagnement de votre démarche BIM, solution des calculs, de simulation, de modélisation, de collaboration, etc. Conseils et expertise, mais aussi privilégier le partage des meilleures pratiques de la profession au travers de la démarche BIMUP de notre entreprise et de Greatech Lab, véritable observatoire in vivo de l'univers de la construction. Dans le cadre de nouveaux cycles de conférences qu'on a commencé, c'est tout naturellement que notre regard porte sur les meilleures pratiques de conception et de construction durable. Aujourd'hui, il n'existe toujours pas d'obligation légale au regard du BIM en France. Alors nous avons décidé d'utiliser ce que les autres considèrent comme faiblesse pour transformer en force de conviction, en traitant le sujet à la française, par la recherche, l'approche scientifique et logique. Imposer le BIM par conviction plutôt que par obligation. À l'occasion de cette conférence, nous avons fait appel à un spécialiste du sujet, Thierry Bonne, un architecte, qui a fait du développement durable la pierre angulaire de son action. Il a développé une expérience unique en Afrique et au Moyen-Orient où il a appris à dompter les éléments avec l'optimisation des matériaux de construction et une conception adaptée aux contraintes climatiques. Il a développé une expertise avec un souci aigu de détail sans perdre de vue les trois objectifs coût, délai et qualité. Cette expérience acquise en environnement exigeant, il la met chaque jour au service des projets, comme nous allons le découvrir. Tout d'abord, merci à Greatech pour cette occasion d'expliquer que les savoir-faire et les expertises doivent se mutualiser au service du projet architectural. En effet, je suis convaincu de la multidisciplinarité dans la conception des projets. Mon expérience personnelle de l'architecture bioclimatique et du développement durable a été progressive et s'est faite comme la construction d'un projet, pierre après pierre, voyage après voyage, rencontre après rencontre. J'ai fait mes études à l'ESA et ces lieux, par leur diversité culturelle, a été en fait la base de mon ouverture d'esprit. Accepter le point de vue de l'autre, se confronter aux autres cultures et aux autres manières de vivre, c'est en fait la base du développement durable. Car qu'est-ce que le développement durable si ce n'est la place de l'homme au sein de son milieu? Et donc de devoir faire des compromis avec ce dernier. Mais c'est surtout aussi être à l'écoute de son environnement, comme on doit être à l'écoute de l'autre, si nous voulons créer ce fameux vivre ensemble. La société dans laquelle nous vivons et son modèle socio-économique libéral est une des données de la commande architecturale. Nous ne pouvons nous y abstraire et c'est à nous de nous y adapter et de trouver les voies pour atteindre nos objectifs. La base de mon travail actuel est donc de replacer les besoins essentiels du maître d'ouvrage dans la démarche du développement durable, par l'écoute de ses besoins et par le pragmatisme des concepts à développer. On ajoute une once de psychologie afin de comprendre les enjeux derrière une commande brute, et normalement, comme en cuisine, la recette devrait être réussie. Ainsi, l'architecte doit redevenir un acteur social, dans le sens où il doit analyser les besoins, provoquer le débat et être surtout source de propositions, au-delà du projet confié, afin de redonner une vision, de redonner du sens à l'acte de bâtir et ainsi offrir un véritable art de vivre. Cette approche, je l'ai comprise déjà lorsque j'étais confronté aux enjeux urbains et constructifs à Djibouti à la direction de l'urbanisme. Et lors de mes premières commandes à l'étranger au Niger avec un hôtel éco-responsable, puis en Libye, en Irak, en Chine, j'ai eu à cœur de développer cette vision du développement durable dans un pragmatisme sans compromis afin que les maîtres d'ouvrage puissent me suivre dans ces aventures. Au travers des projets présentés, nous montrerons comment intégrer le développement durable dans un projet suivant des échelles et des préoccupations différentes. C'est dans ce cadre que j'ai eu recours à l'expertise de Greatech au sein de l'équipe de conception pour ces projets bioclimatiques. Aujourd'hui, l'architecture bioclimatique serait au cœur de nos discussions.
Alors, que vise-t-on avec cette architecture? L'adéquation entre construction et l'environnement, sans oublier le confort des occupants. L'environnement du projet, on parle du climat, la température moyenne, le vent, l'ensoleillement. Mais aussi on parle de l'environnement naturel du bâti, l'orientation, l'effet des masques solaires à travers les voisins et les bâtiments qui sont autour, l'intégration par rapport à l'existant. Mais aussi on parle de l'usage du bâtiment, les besoins des occupants, l'adéquation de conception-utilisation, le confort d'usage, le confort hygrothermique, la température ressentie et comment on va l'atteindre à travers l'isolation du bâtiment, la maîtrise de renouvellement d'air, le confort lumineux, visuel, la conception d'ouverture, la protection solaire. Tout ça pour avoir des avantages. C'est quoi? C'est un meilleur confort dans le bâtiment, mais notamment le confort hygrothermique qu'on a évoqué avant, l'humidité contrôlée, la qualité de l'air, le meilleur confort d'été avec un recours limité à la climatisation. Des économies d'énergie, la réduction de la facture énergétique, un retour sur investissement. La valorisation aussi du bâtiment, la valeur patrimoniale du bâtiment est liée à ses performances énergétiques, plus la valeur esthétique, la valeur ressentie par ses occupants. Plus cette démarche est mise en place en amont du projet, plus elle a des chances d'être efficace. Il est difficile d'assurer cet équilibre et parfois on est obligé de choisir une valeur au détriment d'une autre, selon les besoins du client ou les exigences de confort de l'utilisateur, voire parfois des obligations réglementaires. Dans ce process d'essai-erreur, le BIM et sa composante maquette numérique deviennent des précieux alliés. D'ailleurs, la démarche de l'optimisation est à géométrie variable. Pour rappel, le BIM est au niveau du bâti, avec 3 composants, la maquette numérique, qui représente la géométrie, la partie information, non graphique, qui est intégrée dans la maquette en question, et surtout l'aspect collaboratif et sa plateforme d'échange qui va garantir la délivrance de l'information aux acteurs concernés du projet. Le CIM est à l'échelle du quartier, de la ville ou du territoire, avec presque les mêmes composants, hormis la maquette qui devient du coup urbaine, qui intègre des données de recollement, de réseaux et des espaces publics, ainsi que la programmation du bâti et l'environnement et le foncier. On parlera des smart grids et du SIG, le système d'information géographique, et là on élargit notre démarche d'optimisation à une échelle bien plus large et on parlera des smart cities. Dès qu'on parle de smart, on a tendance à tort de penser technologie. Les téléphones intelligents, ils sont pas grand-chose. Pourtant, notre premier sujet va prouver le contraire. La ville de futur n'est pas forcément une ville technologique, on dirait même ancestrale, respectueuse des éléments de la nature. On parle de la jeunesse du développement durable et je laisserai Thierry en parler justement. Ce projet fut le premier d'une grande ampleur où j'ai pu appliquer mes préceptes, à savoir orienter la commande du maître d'ouvrage. La commande de base était une nouvelle ville à 30 km au sud-est de Tripoli, sur 2200 hectares, avec toutes les angoisses urbanistes qui s'accompagnent d'une telle commande. Afin d'y pallier, je me suis recentré sur ce qui faisait la particularité de cette commande et sur ce qu'en tant qu'architecte, je pouvais offrir à cette commande. Premièrement, il me fallait utiliser le fait que je pouvais travailler simultanément l'urbain, l'habitat et les bâtiments publics, ce qui est très rare. Deuxièmement, replacer l'art de vivre individuel et l'art de vivre de la communauté au cœur du sujet. Troisièmement, enfin, faire de cet événement une vision nouvelle afin que cette aventure serve d'autres projets et soit la base d'un développement urbain raisonné. Au vu de toutes ces contraintes que je vous épargne ici, nous avons orienté le projet vers une dimension de développement durable, mais de telle manière que le client y voit son intérêt. Et pour ce faire, il fallait que ce soit d'une portée internationale et surtout du jamais vu. Faire de cette ville non pas une addition de prouesses technologiques, mais une ville où l'art de vivre soit le cœur du projet. Mettre la conception en amont et n'utiliser la technologie qu'en ultime recours pour pallier les manques. Cet énoncé nous amène fatalement à une ville avec une dimension de développement durable inégalée. Ainsi, créer une ville aérodynamique, une ville qui rassemblerait toutes les recherches actuelles
en termes de ventilation naturelle, autant au sein de l'habitat que de l'urbanité. Politiquement, cela permettait de lancer un signal. Un pays en voie de développement pouvait s'abstenir de la logique technologique et concevoir une ville nouvelle par la conception des espaces et l'utilisation de son environnement. Ce projet devait être le fer de lance d'une politique plus globale ambitieuse au niveau national. Pour ce faire, nous avons réuni un groupe d'experts dans tous les domaines. Et pour ce qui nous occupe ici, en termes d'énergie, nous avons établi un partenariat avec le laboratoire Eiffel et Gretec afin de pouvoir simuler cette ville ventilée. L'expertise du laboratoire Eiffel et ses essais en soufflerie ont permis de modéliser les volumes et les concepts de ventilation naturelle. Et avec l'expertise d'ArchiWizard et de Gretec Lab, nous avons pu modéliser toute la ville en termes de parcours et impact solaire sur les bâtis et les rues. Ainsi, après de multiples maquettes, de multiples essais, nous avons pu établir un plan masse urbain qui allie les trajets piétons à 80% à l'ombre, les parois d'ensoleillement des habitats pour accélérer les ventilations, les zones de réaccélération du vent, car le vent en milieu urbain stoppe au bout de 200 mètres, les zones de recharge de fraîcheur du vent par l'intermédiaire de parcs végétaux. Et à partir d'une recherche historique approfondie dans tous les pays qui utilisaient la ventilation naturelle, nous avons créé des modèles de maisons bioclimatiques. Cette conception globale, au niveau de la ville et au niveau de l'habitat, nous permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie. Et cette approche implique une nouvelle conception du travail et une nouvelle approche urbaine. Sculpture des espaces extérieurs, choix des implantations suivant la nature, en tenant compte du soleil, du vent, de la végétation, redéfinition des relations voiture-piéton. Et surtout sachant que la ville se devait absolument, pour être une réussite, être acceptée par ses habitants, nous avons mis le bien-être de l'habitant au cœur du sujet. Et psychologiquement, nous ne pouvions pas tout aborder, comme par exemple la phytoépuration. Nous avons conservé pour ne pas amputer l'avenir des espaces libres dédiés. Idem pour les matériaux de construction. Nous avons prévu des équipes capables de construire en terre, mais de l'ordre uniquement de 30%, afin que la population vienne d'elle-même à cette technique et qu'elle soit en demande, ce qui est le meilleur moyen d'arriver à nos fins. Enfin, pour mettre le bien-être de l'habitant au centre de nos préoccupations, nous avons élaboré une charte psychométrique permettant de définir les zones de bien-être à l'intérieur de l'habitat, avec comme données la ventilation, le degré d'humidité et la température. Et donc à partir de cette charte, nous avons travaillé les habitats pour que ces trois données se corroborent. L'expérimentation nous offre parfois des surprises étonnantes. Lors d'une expérience, nous avons noté que les toitures terrasses, bien qu'extérieures, conçues sur certains modèles, offraient une baisse de température de 3 degrés, due en fait à un dôme virtuel ventilé au-dessus de la maison, créé par nos propres cheminées de ventilation. Du coup, nous nous sommes servis de ces résultats pour réfléchir sur une atténuation de l'ensablement de la ville à son extrémité sud. Cet exemple démontre qu'en étant à l'écoute des besoins individuels des habitants, les parcours, le bien-être, la culture et des besoins politiques à l'échelle nationale, nous pouvons offrir une vision nouvelle uniquement par la prise en compte de l'environnement, par la prise en compte du social, du culturel et de l'environnemental. Notre sujet, c'est regarder l'évolution de l'approche de développement durable. Alors que notre premier sujet consistait à jouer avec les éléments, ensoleillement et vent, notre deuxième sujet porte sur l'utilisation des éléments de la nature et tire parti de la matière comme allié pour un mode constructif, respectant l'environnement. Il s'agit de transformer un terrain plutôt hostile en un potentiel allié. Toujours à partir de la même démarche, voici un autre projet qui aborde une autre facette du développement durable, c'est-à-dire la matière. Pourquoi la terre ? Je voulais simplement montrer qu'il faut s'abstenir des a priori en termes de perception des matières. Pour la terre, les clichés sont nombreux. Matière de pauvre, matière traditionnelle, etc., etc. J'ai voulu démonter ces a priori afin de ne pas limiter l'emploi d'une matière qui peut s'avérer très utile, comme nous allons le voir dans ce projet. Tout d'abord, la démarche consiste en l'étude du site et de ses sous-sols, car la logique veut que nous utilisions une terre de proximité. L'analyse granulométrique du terrain a permis d'en déceler les éventuels manques. Il a suffi de rajouter un peu de sable et un semblant d'argile pour rendre cette terre réputée inutilisable au dire des autochtones en une matière à bâtir. Le gros point fort de cette matière est le bilan de son énergie grise, qui reste minimal. En effet, 0 en termes d'énergie de transport, 0
en énergie en termes de transformation, un peu d'énergie pour l'extraction, le malaxage et la mise en œuvre, et surtout un bilan d'énergie zéro pour la démolition. En fait, il suffit d'enlever le toit et le mur retourne à la terre. Bref, une matière quasi imbattable en termes de bilan énergétique. Cette matière est un excellent décaleur thermique avec un décalage des températures de 12 heures pour un mur de 50 cm d'épaisseur, mais pas un bon isolant. Et pour nos régions, il fallait trouver une solution. Nous avons ici expérimenté pour ce projet d'insérer un isolant de liège, matière qui supporte bien l'hygrométrie et la pression, pour obtenir les caractéristiques thermiques souhaitées. Cette technique a résolu les problèmes thermiques tout en conservant l'esthétique intérieure et extérieure d'un mur empisé. Car l'esthétique d'un tel mur reste un autre point fort avec son aspect qui respecte les couleurs du lieu et le visuel des strates plus ou moins fines, qui rappellent les couches terrestres et la mise en œuvre par l'homme. Et pour l'architecte, une matière n'est importante que si elle raconte une histoire. Et la terre est parfaite pour cela, histoire du lieu et une symbolique forte. Dernier point intéressant de la terre est sa capacité à régler naturellement l'hygrométrie. Le mur absorbe et recrache l'humidité et favorise ainsi le bien-être de l'homme au sein du bâti. Le mur blanc l'été devient marron l'hiver. Ainsi, à travers ce projet, nous avons évoqué combien la matière choisie peut avoir un impact phénoménal sur l'environnement et que son utilisation devient une des forces du projet, par l'esthétique qui s'en dégage, par ses qualités propres de régulation et surtout par son respect de la nature. À présent, nous allons aborder la première mutation dans l'approche développement durable, qui consiste à placer le confort de l'usager au centre de la conception architecturale. Utiliser le matériau pour contrôler les éléments de la nature. Et toujours dans l'optique d'une meilleure expérience utilisateur, à travers un projet d'office notarial. Dans ce projet, la prise en compte de l'usager a été la phase moteur du développement durable. En effet, l'impact visuel du projet pour montrer l'évolution d'une profession, le notariat et son intégration dans un site commercial, primait sur une volonté d'image de développement durable de la part du client. Ainsi, je me suis préoccupé à développer une approche plus sensible sur l'usage et ses utilisateurs. Tout d'abord, l'intégration du bâti, en respectant la nature du site, reste une priorité. La position du projet sur 3 longues grilles longitudinales permet de détacher le bâtiment du sol et permet une évacuation éventuelle de l'eau, car nous sommes en terrain inondable. Le confort de l'usager viendra de 3 facteurs. Premier facteur, l'idée de parcours architectural, par une approche phasée vers l'entrée du bâti, en sortant du parking, en traversant le parc qui fait tampon, en longeant le bâtiment latéralement afin d'appréhender le côté brut de la serrurier et pour enfin pénétrer dans un univers qui va contraster complètement avec l'extérieur. Et cette démarche va permettre à l'usager d'accéder à une sorte de sérénité, de calme. Les matières intérieures à base de bois naturel et l'acoustique étudiée participent à cette sensation. La force de la serrurier, percée par des tags d'écriture, rappelant que le notariat reste une profession basée sur l'écrit, donne un sentiment de pérennité, de sécurité de l'acte. Le deuxième facteur, les découpes laser de la tôle extérieure va permettre de contrôler la lumière naturelle intérieure. Et avec les patios complémentaires qui organisent les espaces intérieurs de travail, la lumière devient un des axes du développement durable du projet. Car une lumière contrôlée permet de résoudre de multiples problématiques. Ensoleillement excessif, lumière naturelle pour travailler en évitant les éblouissements, et d'apporter là aussi une sérénité accrue. Dernier facteur, l'isolation du bâtiment. Ici, nous sommes en équivalent RT 2020, permettant en réalité, grâce aux chaleurs produites par les ordinateurs et les personnes, de ne pas avoir recours au chauffage. Un projet est donc un ensemble de facteurs, qu'ils soient psychologiques, techniques, professionnels, et que tous individuellement peuvent être l'occasion de développer du développement durable. C'est en restant dans le monde du notariat que nous allons continuer. En effet, maintenant l'objet est de voir comment les modélisations, notamment avec Revit et Archiwizard, peuvent aider l'architecte dans ses choix. Car les projets présentés m'ont tous permis d'aborder la nécessité d'avoir recours à des modélisations multiples afin de rentrer cette démarche dans un processus de création et de conception du projet. Pour que vous puissiez mieux aborder concrètement la cuisine interne et la possibilité de ce genre de modèle,
Nous avons choisi un projet qui est en cours d'élaboration et nous avons émis des pistes de réflexion à synthétiser avec ArchiWizard notamment. Le projet est constitué de 2 grands patios qui répartissent les fonctions du projet, le patio des notaires et le patio des clercs. Et l'ensemble du bâtiment a volontairement une image de développement durable par le souhait du client, à savoir par exemple l'usage en bardage de la technique du Shosugiban, c'est une technique japonaise de bois brûlé qui évite les traitements chimiques et les lasures avec une durée de vie d'environ 80 ans, l'utilisation d'une structure à ossature bois, une isolation en laine de bois, une récupération des eaux pluviales pour les toilettes, un système de pompe à chaleur et un traitement paysager adapté à la région. Le sujet est donc de vérifier la pertinence de certains de ces concepts présentés, afin que le projet reste économiquement identique à un bâtiment moins éco-responsable. Les pistes de réflexion se sont orientées vers 3 sujets. Premièrement, le dimensionnement des patios. Je ne voulais pas que mon choix de forme des patios, qui était issu d'une réflexion d'usage intérieur, nuise fortement au projet. Donc nous l'avons comparé à des formes de patios plus traditionnelles, de forme rectangulaire. Deuxièmement, la composition des murs, avec une même résistance thermique, voir si le sujet de l'ossature bois était intelligent, était pertinent. Donc nous l'avons comparé avec des solutions de murs équivalents, en termes thermiques, en béton et en briques. Dernièrement, les protections des surfaces vitrées. Comment optimiser les surfaces à protéger afin de minimiser économiquement les protections solaires à installer, sachant que l'énergie pour rafraîchir des locaux est beaucoup plus importante que le chauffage. Premier cas d'usage, comparaison entre 2 variantes. Comparer les résultats des 2 variantes pour statuer sur la possibilité d'intégrer ces patios aux formes irrégulières qui représentent des atouts importants en termes de confort d'usage. On va étudier la performance énergétique intrinsèque de chaque bâtiment ou chaque version via le calcul des besoins énergétiques. Besoin d'échauffage, quantité de chaleur à fournir pour maintenir le bâtiment à température de consigne en hiver, besoin de refroidissement, chaleur à évacuer pour maintenir le bâtiment à la température de consigne en été. Besoin d'éclairage, consommation d'énergie pour l'éclairage artificiel pour atteindre la consigne d'éclairement requise, expression en kWh par mètre carré de surface utile. Les 2 variantes n'ont pas les mêmes surfaces utiles. Cette expérience itérative d'essai-erreur impose d'intégrer l'outil de simulation nativement dans Revit, afin de permettre des échanges bidirectionnels entre la maquette numérique et la solution de simulation ArchiWizard, solution Gretec de simulation et analyse énergétique. On assure cette intégration aujourd'hui nativement avec Revit. Afin de parvenir à des résultats probants, la solution de simulation doit offrir une large panoplie. Un module d'analyse en temps réel. Ça permet une conception aisée. Dans la phase étude, qui exige une réactivité et une évolution de la précision de l'information au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Un appui logistique pour l'aspect réglementaire, lors de dépôt d'un permis de construire, de pouvoir éditer des attestations de conformité de la RT 2012. Une aide au dimensionnement des équipements, notamment chauffage, en fonction des résultats des analyses et des besoins selon les normes européennes et son complément national, le EN 12831, pour les appels d'offres notamment. Dans un souci de précision, pour dépasser les exigences RT 2012 et se rapprocher le plus possible de la réalité de nos projets, on cherche à personnaliser les scénarios de simulation. Température de référence, conditions spécifiques de ressenti, optimiser les lieux pour l'occupant, toute une panoplie de choix spécifiques à chaque projet. Pour affiner les résultats, on a besoin d'un outil de simulation thermique dynamique. L'intégration du module d'analyse de cycle de vie de bâtiment permet de calculer les impacts environnementaux du projet et de construction selon la méthode décrite dans le référentiel de l'expérimentation E+C-, énergie positive, réduction de carbone. Expérimentation en cours en France basée sur une démarche volontaire de maître d'ouvrage, a pour objectif d'atteindre un niveau de performance énergétique supérieur au niveau réglementaire, plus d'évaluer
l'impact environnemental du projet. Cette expérimentation devrait préfigurer dans la prochaine réglementation 2020, qui ne serait donc plus une réglementation thermique, RT, mais une réglementation environnementale, RE. L'enjeu principal étant de rester dans l'environnement Revit et de minimiser l'intervention du maître d'œuvre lors du passage vers Archiwizard. Première étape, quoi exporter? Choix de la configuration de l'export, pièces ou espace. Sélection des éléments à exporter par catégorie. Seconde étape, la configuration des matériaux. Informations complémentaires requises, les propriétés techniques des matériaux ne sont pas forcément définies dans Revit, donc on va les définir dans Archiwizard. Les catégories des matériaux, c'est important de bien renseigner ces catégories, puisque c'est celles-ci qui permettent de déterminer automatiquement les valeurs des ponts thermiques. On passe par l'export, on voit l'état d'avancement, la récupération d'un nombre important de données du modèle Revit. Géométrie de modèle, localisation du projet, les pièces, et à défaut les espaces, et leurs propriétés. La composition des parois, avec leurs matériaux, leurs propriétés, etc. L'intérêt de cette intégration dans Revit, c'est l'export du modèle d'analyse d'énergie de Revit pour générer le modèle énergétique Archiwizard. Beaucoup plus complet, bien entendu, que l'import de géométrie classique en IFC ou SketchUp. On récupère davantage d'informations qui ne sont donc pas à saisir à nouveau dans Archiwizard. Gain du temps et moins de risque d'erreur. Une lecture en temps réel des indicateurs du projet. Besoin de chauffage, clim, éclairage, ventilation. La comparaison entre les deux versions a pris en compte les besoins mensuels de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, d'eau chaude sanitaire et de ventilation. Les résultats ont démontré que la version des patios rectilignes et le bâtiment plus compact est plus efficient en termes des besoins énergétiques de refroidissement, mais pas sur les autres aspects. Le tableau récapitulatif des résultats d'analyse qui sont là pour aider l'architecte dans ses choix. La différence en termes de besoins n'est que de 4%. Certes, la version 2 est un peu plus performante, mais le surbesoin de la version 1 est acceptable, si l'on juge que cette version apporte en fait un gain de confort conséquent au niveau de l'architecture. Cet écart de 4%, nous pouvons facilement l'optimiser grâce aux caractéristiques techniques des composants d'enveloppe, et surtout dans un second temps en choisissant des équipements performants, haut rendement énergie renouvelable, etc. Donc le choix de la version 1 ne remet absolument pas en cause l'efficacité énergétique du projet. Notre deuxième sujet, c'était le choix du système structurel. La maquette Revit permet de récupérer la composition des parois, leurs matériaux et leurs propriétés physiques dans Archiwizard. Et sans remettre en cause la maquette, nous avons procédé à la modification de ces compositions et lancé des analyses sur chaque option. Pour pouvoir comparer les résultats, les conditions étaient d'avoir 3 variantes avec une résistance thermique globale identique. 3 systèmes ont été choisis par l'architecte. Ossature bois, l'épaisseur optimale était de 32 cm, briques, 36 cm, béton, 38 cm. Encore une fois, nous soumettons les résultats à notre maître d'œuvre pour la prise de décision. Le choix de la structure ossature bois a ici été conforté par ces modélisations. L'objectif était ici de trouver la justification de cette structure. Ainsi, le gain de surface a amplement suffi au maître d'ouvrage comme intérêt supplémentaire. Quant à moi, les intérêts étaient autres. Précision du chantier, chantier propre, vitesse d'exécution, mais surtout un matériau respectueux du développement durable. Le troisième sujet qu'on a abordé, c'était l'optimisation des baies et des surfaces vitrées, ainsi que le filtre solaire. L'objectif dans une architecture bioclimatique est de maximiser les apports solaires en hiver, pour réduire les besoins en chauffage. Optimiser l'apport d'éclairement naturel pour réduire les besoins d'éclairage artificiel, tout en réduisant les risques d'éblouissement. Minimiser les apports solaires en été pour réduire les besoins de refroidissement et de garantir un confort pour les occupants.
L'outil de simulation permet de confirmer les choix des maîtres d'œuvre, en démontrant, comme ici, l'étude d'ombrage, calculer les ombres portées par l'environnement du projet, mais aussi par les différentes composantes de projet, ou en affichant la carte d'éclairage, facteur de lumière de jour, pour l'ensemble des pièces. Quand il s'agit de réduire le champ d'analyse à des points spécifiques du projet, on fait appel à des récepteurs solaires, qui permettront d'étudier la réception solaire sur des baies spécifiques, comme notre cas, et afficher la cartographie de la réception directe qui permettra de choisir le type de baie en fonction de ses résultats. La réception solaire mensuelle détaillée permet d'observer l'efficacité des masques, les masses environnants ou les composants du projet. La partie inférieure du diagramme démontre la réception directe épargnée. La partie supérieure du diagramme représente la partie reçue effectivement. L'analyse démontre que sur 3 mois, l'effet de masque génère des carences en réception directe, les mois d'hiver, mais une bonne protection pour le reste de l'année. Toujours dans le même esprit, pouvoir lancer des essais sans être obligé de mettre à jour la maquette, Archiwizard va pouvoir changer les paramétrages des ouvertures ainsi que leurs matériaux. Cette étude montre que la modélisation a permis une étude plus fine et que la pose des stores de manière systématique n'a pas été nécessaire. Cette économie de 50 000 € tout de même n'est pas à négliger. L'intérêt de tels résultats est que nous optimisons financièrement le projet et nous rendons possible des actes architecturaux qui auraient pu être compromis sans cette modélisation. Dans un cas plus global, l'intérêt de ce genre de modélisation est que nous optimisons le projet et nous gardons du coup le contrôle sur le projet. En effet, dans ma pratique de recherche continuelle, je ne peux pas me permettre à chaque idée d'avoir recours à un bureau d'études spécialisé, avec ses allers-retours. Dans les pratiques habituelles, nous nous auto-censurons car chaque étude coûte de l'argent au projet. Or, ces outils de modélisation interactifs sont de vrais outils d'expérimentation et nous en restons les maîtres et décideurs. Pour moi, en tant que praticien, le plus gros avantage que j'y vois, c'est en fait ma liberté de créateur retrouvée. Car ces outils nous permettent de redevenir des créateurs, de redevenir des chercheurs. Et les bureaux d'études viendront toujours valider nos recherches par la suite. Mais en attendant, nous retrouvons l'acte de concevoir de manière pleine et entière. Architecture bioclimatique, RT 2012, STD, E+, C-, tout ça c'est pour souligner l'intérêt de la maquette numérique dans ses process d'essai-erreur et analyse des résultats. La facilité de créer des variantes, de changer d'avis, surtout d'avoir un retour en temps réel à la fois graphique et informatif, à travers des nomenclatures. Vient s'ajouter des outils de simulation qui sont des utilisateurs de cette maquette numérique, mais aussi fournisseurs d'informations. Gretec a choisi la voie de la maquette numérique depuis longtemps, et surtout a développé toute une panoplie d'outils de simulation, calcul et aide à la décision, que ce soit pour la structure, pour l'environnement, ou pour la productivité d'une façon générale. La maquette numérique est à la base du BIM et de la simulation. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est juste le début. Elle ouvre les portes de la communication avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, à travers des objets connectés, avec des applications mobiles, aussi bien pour la construction que l'exploitation. Livrer un avatar numérique du projet au maître d'ouvrage ouvre de nouvelles perspectives d'interface avec des solutions de GMAO, la gestion et de la maintenance assistée par ordinateur. Autant de pistes que nous ne manquerons pas de développer à l'occasion des prochaines conférences avec d'autres partenaires comme Thierry, qui nous a fait l'amitié d'être là et d'ouvrir le bal avec un sujet qui nous tient à cœur, c'est l'avenir de cette planète. Merci.